Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM Amos. Je me présente Robert Cloutier. Je suis le président de la section ICM Amos. C'est intéressant ce soir parce que nos membres du CA ont été presque tous disciplinés et ont leur polo. C'est ceux que vous voyez avec le polo bleu, là. Il y en a quelques-uns. Mais en fait, c'est facile. Les deux qui ne sont pas disciplinés sont dans cette ligne-là, là. La conférence est diffusée en web diffusée en direct, fait que bienvenue aux gens qui sont sur Internet. La conférence va rester en ligne, va être, je ne sais pas comment on peut dire ça, téléchargée ou disponible en ligne sur le site ou la page Facebook de Médioté et d'ICM Amos. Fait que vous pouvez la revoir là, en tout temps. Première des choses, merci à nos commanditaires, parce que sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait là. Vous avez le PowerPoint des commanditaires qui déroulait en arrière pendant l'accueil. Vous avez ici d'autres commanditaires qui supportent, entre autres, j'espère que vous avez aimé votre petit verre de lait en arrivant. Ouais, c'est ILEC Industrie et Forage Nordique qu'il faut remercier pour ça. Sans oublier nos autres commanditaires ici, principaux, Amel Arpentage, Abitibi Géophysique et ASDR, dont vous voyez le logo en petit en bas à droite sur la présentation. J'espère qu'il est en bas à droite, François. La boîte à l'entrée, ça vous sert à mettre les cartes d'affaires. Si vous participez pour la première fois ou que votre adresse courriel a changé, n'hésitez pas, mettez une carte d'affaires dans la boîte parce que même sur la feuille de présence qui circule, il arrive souvent que je ne suis pas capable de réécrire votre adresse courriel. Il y en a qui ont une écriture pire que la mienne, ce qui est très difficile, mais pourtant. La feuille de présence qui circule, évidemment, ça me sert à avoir vos dernières adresses courriel ou informations pour vous faire suivre les invitations et aussi la présentation. Je vais vous envoyer un PDF là, de la présentation de ce soir aux gens qui sont dans la salle. ICM National, j'ai placé en arrière quelques documents sur l'ICM National qui expliquent un peu c'est quoi les avantages qu'il y a à être membre de l'ICM National. Aussitôt que vous participez à une de nos activités, vous devenez membre de l'ICM à Amos. Il n'y a pas de frais. C'est pour ça que je remercie les commanditaires parce que sans eux autres, on ne réussirait pas à le faire. L'ICM National, c'est aussi important d'être membre. L'ICM va aider et soutient l'industrie. En étant membre, on collabore à notre industrie. Maintenant, on est rendu à la phase importante. N'oubliez pas d'éteindre vos cellulaires. Ou tout au moins couper le son. La conférence de ce soir est donnée par M. Jean Rainville, président et chef de la direction de Métaux BlackRock. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie minier et métallurgique ainsi que d'un baccalauréat en administration de l'Université McGill à Montréal. M. Rainville possède plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie minière et les marchés financiers. Il est l'un des fondateurs de Métaux BlackRock et le premier employé de la société. De 2008 à 2018, il a agi à titre de président et chef de la direction au sein de Métaux BlackRock et depuis 2018, il occupe le poste de président. M. Rainville a œuvré comme ingénieur, gestionnaire de fonds et directeur en financement corporatif. Il a également été administrateur de plusieurs sociétés privées et publiques. Merci, M. Rainville. Merci. Ça me fait toujours plaisir d'être ici. D'ailleurs, je dois avouer que moi, j'ai manqué de discipline. J'avais eu un beau chandail en 2015, la dernière fois que je suis venu présenter le projet, puis j'ai oublié de le porter ce soir. Alors, j'espère que la prochaine fois, je vais faire mieux.
Alors, ce projet-là, bon, on va sauter vite les diapos que tout le monde connaît depuis longtemps, où est-ce qu'on dit que tout ce qu'on va dire ce soir ne pourra pas être retenu contre nous, etc., etc. Pour vous dire que ça a été un travail de longue haleine pour arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que c'est un projet d'une grande complexité dans un domaine qui est assez nouveau, inconnu chez nous. Il y a très peu de mines de ce type-là à l'extérieur d'Afrique du Sud, la Russie, la Chine. Alors, c'est un peu une première qui a été très difficile à mettre en place. C'est pour ça que ça fait plus que 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là, qu'on a réussi à garder, malgré tout, la compagnie privée, à lever plus de 120 millions de dollars en capitaux pour faire toutes les études, que ce soit géologiques, techniques, métallurgiques et autres, avec multiples études de faisabilité, pour enfin arriver à ce qu'on pense est maintenant le projet qui va être capable de commencer à être construit dans les prochains mois. Dès qu'on a les derniers permis qui nous manquent, mais on est très avancé même à ce stade-là. Alors on agit, étant donné qu'on doit faire des levées de fonds multiples, même si on est privé comme une compagnie publique depuis les débuts. Alors on a un conseil d'administration sérieux avec des comités de gouvernance, des comités de vérification, etc., etc. Alors, si vous regardez les sociétés qui sont cotées en bourse, puis vous lisez tout ce qu'ils ont comme mode de gouvernance, ça, on est géré exactement de la même façon depuis nos débuts. Nos financiers ont des gens importants, tous sur notre conseil d'administration, que ce soit des métallurgistes, des gens d'affaires, à grandeur de la planète. Si vous regardez notre conseil d'administration, en fait, c'est pratiquement les Nations Unies. On a des gens de toutes les parties du monde. Fait que ça nous démarque un peu pour une société en démarrage. C'est vraiment un cas un peu spécial, comme c'est une première pour moi, même après 40 ans dans cette industrie-là. Alors, on essaye d'être à l'avant-garde tout le temps pour aussi réduire l'impact environnemental. On a mis des efforts vraiment importants à ce niveau-là, puis on va être capable de vous en parler un peu plus ce soir. Notre projet se divise en fait en deux parties, évidemment, l'exploitation minière, que tout le monde a déjà entendu parler, le célèbre gisement du lac Doré, qui est au sud de Chibougamau, le complexe du lac Doré, qui est connu et travaillé depuis les années 50, déjà, qui a été travaillé initialement pour le fer, puis ensuite, un peu plus tard, dans les années 80, par des compagnies comme Mackenzie Bay pour le vanadium. Puis finalement, on a repris justement ce gisement-là de Mackenzie Bay, qui était en difficulté financière, une compagnie américaine en difficulté financière en 2007. On a réussi à attacher tout ça ensemble en 2008, former la société Métaux BlackRock. Et depuis ce temps-là, on a agrandi notre territoire, puis évidemment les connaissances qui entourent tout ce qu'on fait autour de ce gisement-là. Et il n'y avait aucun de nous à l'époque qui avait travaillé sur aucun gisement de vanadium ou titanium. C'était des mots qu'on avait même de la misère à prononcer. On vient tous du domaine cuivre, or, métaux de base, métaux précieux que nous autres, on est habitués chez nous, évidemment. Alors, il y a deux types de minéralisation. La principale, c'est la magnétite. Et ce qui fait sa caractéristique vraiment importante, qui a différencié de beaucoup de gisements qu'on a ici de magnétite, c'est qu'il y a énormément de vanadium dans ce gisement-là. Ça a été découvert par le docteur Gilles Allard, qui travaillait alors pour le ministère des Richesses naturelles à l'époque, qui avait vu l'exemple du complexe Bushveld en Afrique du Sud, puis qui a compris que ce gisement-là ressemblait à celui de Bushveld et qui pouvait contenir du vanadium. Des tests ont été faits subséquemment. On s'est rendu compte qu'il y avait non seulement du fer, mais qu'il y avait quand même aussi passablement de vanadium. Le docteur Allard nous avait aussi mentionné qu'il avait à l'époque détecté des traces importantes d'ilménite sur le gisement. Il n'y avait jamais de travaux importants qui avaient été faits à ce niveau-là. Puis nous, après toutes les campagnes de forage qu'on a fait, on a fait environ 60 000 mètres de forage au total sur les deux fosses maintenant qu'on a identifiées. Et tous les tests métallurgiques, on s'est rendu compte qu'il y a des zonations importantes dans ce gisement-là, dont certaines sont effectivement beaucoup plus riches en ilménite. Et non seulement il y a donc des ingrédients de titane dans la magnétite, mais il y a des quantités aussi importantes de certaines parties de ce gisement-là en ilménite qu'on ne va pas exploiter dans la phase 1 parce que le coût en capital du projet aurait été vraiment démesuré. Puis ça rendait la complexité du démarrage de façon presque impossible. Alors, il n'y aura pas de circuit pour traiter à l'usine à Chibougamau au début de l'ilménite. Ça sera fait dans une phase subséquente. On a déjà un projet qui a on doit lever 1 milliard de dollars de capitaux. Ça ajoutait un autre 250 millions juste pour traiter l'ilménite, sans compter ensuite la deuxième usine de transformation qu'on voulait faire pour le titane
à partir de l'ilménite. Alors, on va déjà produire 135 000 tonnes de scories de titane juste à partir de notre magnétite à une usine de transformation de Saguenay. Puis déjà, c'est une quantité importante de produits de titane qu'on doit écouler sur les marchés. L'usine de transformation, on a décidé de la construire au Saguenay pour 56 000 raisons, mais c'est surtout des raisons énergétiques en fait. Ça nous prend énormément de gaz, énormément d'électricité. 80 mégawatts juste en électricité. On va être un des plus gros utilisateurs de gaz naturel au Québec en plus. Alors, il va falloir avoir les infrastructures nécessaires. Puis en plus, on a des quantités importantes d'eau, environ 300 mètres cubes à l'heure à l'usine, principalement pour refroidir tous les procédés qu'on utilise. On a des hauts fourneaux, il y a de toutes sortes de fournaises, alors ça dégage des températures très élevées. La quantité énorme d'eau est presque entièrement éliminée par évaporation, tellement il y a de chaufferie dans notre système de transformation. Alors, le concentré va être acheminé. C'était un des gros débats aux audiences publiques du BAP, en fait, au mois de juin-juillet, ceux qui ont été capables de suivre ça. Comment vous allez transporter votre concentré à partir de la mine jusqu'au port de Grand-Anse au Saguenay, qui était le site final qu'on a choisi parmi tous les sites qu'on a évalués à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean et même Chibougamau, avec toute la grille d'évaluation qu'on a faite, avec Hydro-Québec, avec Énergie, avec tous les partenaires potentiels pour évaluer pour qu'est-ce qui serait le meilleur site. On verra un peu plus tard des éléments importants, pourquoi en plus des questions énergétiques, pourquoi ce site-là a été choisi. Mais la question de transport était vraiment importante parce que de la mine au rail qui est à 25 km, déjà, il n'y a pas de rail existant, alors on doit acheminer peut-être soit par la route ou construire un rail qui va coûter 65 millions, acheminer en partie ensuite sur les rails du CN. Ensuite, il y a les rails de Rio Tinto, puis ensuite, les rails du port. Il y a 3 séries de chemins de fer à utiliser si on utilise le chemin de fer. Puis il y a la voie, évidemment, terrestre, mais là, on passe dans énormément de villes. Ça prenait 130 chauffeurs de camions. Pas sûr où on est capable de les trouver. Fait que les enjeux de transport étaient vraiment, vraiment importants dans notre dossier, même si on transporte seulement 860 000 tonnes de concentré. C'est pas un chiffre énorme, mais c'est quand même pas mal de matériel à bouger. Surtout qu'on a des conditions, évidemment, météo dans notre pays qui sont particulières. Là. On a un matériel qui est très humide, notre concentré, il y a 8 à 10 d'humidité. Alors, en janvier, faire 400 km, même en chemin de fer ou en camion, on va être sûr que ça arrive à temps pour pas que le wagon se transforme en un gros popsicle. Fait qu'il y a des enjeux même à ce niveau-là. C'est ça ici que le gisement se situe au sud du lac Chibougamau. On a 330 cellules ici. On a 17 km de la zone minéralisée sur les 22 qui existent. Je dirais que c'est intéressant peut-être à partir d'ici, aller jusqu'au bout. Ici, on frappe le front du Grenville, puis c'est très cassé, c'est fracturé. Le gisement est pas mal plus difficile à suivre. C'est pratiquement impossible, à notre avis, de penser l'exploiter. C'est aussi la ligne de démarcation des eaux qui passe là. Alors, ça favorise, bien sûr, le minage. On n'est pas aux prises avec des cours d'eau importants. Il n'y a pratiquement même pas de ruisseau où va être le site de la première fosse qui, en fait, va se situer juste ici. Les gens disent tous, ben, pourquoi ils n'avaient pas commencé plus près, en fait, du rail et de la route? C'est simplement une question de topographie. Ici, on est dans des terres basses. Ici, on est en haut, dans des hauts, des collines qui ont à peu près 150 mètres de haut. Alors, ça va jusqu'en surface. On a juste à se pencher puis le ramasser. On a un ratio, excusez mon français, strip ratio, c'est comment on appelle ça? Je ne sais pas le terme français, je suis désolé, je parle à l'école en français. C'est 1 pour 1 à peu près pour plusieurs années. Et puis cette première fosse-là, on en a pour une quarantaine d'années. C'est nos chiffres officiels. On a une deuxième fosse qui est forée pour à peu près la même longueur. À peu près 3,5 km de long, elle aussi. À peu près les largeurs varient entre 200 et 500 mètres. Et on a des forages faits jusqu'à 300 mètres pour inclure nos ressources. Puis ça continue, c'est kilométrique, ces gisements-là. On ne sait même pas où ça arrête, en fait. C'est vraiment les modèles Bushveld, là, où est-ce que c'est des énormes gisements. Alors, il nous restait encore, même dans ce qu'on anticipe être la deuxième fosse, encore 1,5 km de minéralisation qu'on n'avait même pas foré. On avait déjà pour un autre 40 ans. Possible.
Alors ça, c'est pas dans nos ressources, c'est pas dans nos réserves, mais on sait que c'est là. Donc la durée de la vie minimum de 40 ans peut facilement être extensionnée de plusieurs décennies, on pense. Mais après 40 ans, on en avait assez pour convaincre nos financiers que c'était un projet qui valait la peine de même aller à une phase des phases de transformation additionnelles puis de lever les capitaux qu'on avait besoin pour réaliser le projet. Les coûts énergétiques au Québec ont fait que c'était une des principales raisons, en fait, d'installer notre usine de transformation au Québec. Évidemment, vous savez qu'on a des tarifs hydroélectriques vraiment avantageux. On est des grands utilisateurs. À la mine, c'est pas tellement des quantités d'énergie importantes, c'est entre 20 et 30 mégawatts, mais à l'usine de transformation, on parle d'un minimum de 80 mégawatts dans la phase 1. Alors, on ne peut pas s'installer n'importe où. Il y avait en fait très peu d'endroits où on pouvait s'installer. Dans le haut du lac Saint-Jean, c'était impossible. Il n'y a pas la capacité hydroélectrique. Il y avait Alma, potentiellement, où il y avait l'usine de Saguenay, la région de Ville-Saguenay. Et puis, on a décidé de s'installer directement au port, simplement pour sauver des coûts de transport, à savoir qu'on décharge à l'usine, puis on met directement sur un convoyeur ou un camion qui s'en va au quai en bas, juste à côté de l'usine, parce qu'on est dans une zone qui est une zone industrielle portuaire qui a été définie dans les années 80 par la municipalité et par le gouvernement du Québec, qui ont créé ensuite un parc industriel autour. Et le gouvernement du Québec a annoncé cet été, c'est-à-dire l'ex-gouvernement du Québec, je devrais dire, a annoncé des investissements majeurs au port pour acheminer à la fois la ligne hydroélectrique, le gaz naturel et finalement les besoins d'eau, non seulement pour nous, mais pour desservir plusieurs usines qui pourraient être éventuellement construites, que ce soit des cartonneries ou d'autres types d'industries. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place une nouvelle zone industrielle dans le genre de celle qu'ils ont faite au parc industriel de Bécancour, avec toutes les infrastructures requises pour que d'autres industries peuvent venir s'implanter dans les prochaines années. Puis on sait qu'il y a déjà plusieurs projets qui attendent juste que les infrastructures soient là pour venir s'installer. Les avantages fiscaux, Ville-Saguenay nous a offert des avantages fiscaux particuliers, à savoir un dégrèvement de taxes sur plusieurs années. Alors, la première année, on n'en paie pas. Puis après ça, le montant de taxes qu'on devrait payer, ça augmente à partir d'un facteur de, on parle de première année, 10% du montant qu'on devrait payer, puis ça augmente comme ça de 10% par année jusqu'après 10 ans. Finalement, on paye les taxes municipales qu'on devrait payer. C'est un avantage intéressant pour une société pour s'installer, pour encourager les industries à venir s'installer dans des endroits comme Saguenay. Il y a beaucoup aussi de gens là-bas qui nous aident. Il y a un organisme qui s'appelle Promotion Saguenay qui fait du démarchage de toutes sortes, qui nous aide à travailler avec toute la direction régionale, gouvernementale, même à Québec, à tous les ministères. On a affaire, comme vous le savez, au ministère secrétariat des Affaires autochtones, ministère des Transports, ministère de l'Environnement, ministère Énergie et Ressources, puis je pourrais en nommer d'autres. On a à peu près une demande de 140 permis pour être capable d'opérer des projets comme ceux-là, que ce soit même avec le CRTC, pour avoir une tour satellite sur le site de la mine, ça prend 12 permis. Alors, ça prend vraiment beaucoup de monde qui sont impliqués dans ce genre de projet-là. Alors, notre investissement qui est maintenant pratiquement concrétisé, c'est des financiers qui sont, outre le gouvernement du Québec, qui est là pour 180 millions de dollars canadiens, sous forme de 80 millions, oui, en équité, qui vient du Fonds mine hydrocarbures, et 100 millions qui est un prêt d'investissement Québec. La balance vient presque entièrement de fonds américains qui comprennent très bien qu'est-ce qu'on fait, parce que l'industrie de l'acier, c'est une industrie importante aux États-Unis. Puis nos produits sont adressés beaucoup au marché de l'acier américain. Alors, on parle de 175 emplois à temps plein pendant la production à la mine à Chibougamau, puis environ 300 personnes à l'usine à Saguenay. Puis évidemment, beaucoup plus de monde pendant la phase de construction. Alors, on parle donc d'une enveloppe de 1 milliard canadien, c'est 890 millions US exactement. Donc 300 millions US en équité. La balance, c'est la dette convertible puis de la dette standard traditionnelle. Donc un peu un arbre de Noël comme on avait vu pour le financement du projet
Stornoway, la mine de diamants ici au Québec. C'est vraiment ce qui nous démarque le plus. Le vanadium, évidemment, on entend beaucoup maintenant parler de plus en plus de la batterie au vanadium, la batterie redox. Et nous, c'est un marché qui ne nous intéresse pas encore parce que c'est un marché jeune en plein développement. Ce qu'on vise vraiment, c'est le marché de l'acier. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la phrase clé, c'est 1 kg de vanadium dans une tonne d'acier, ça double la force de l'acier que tu utilises, donc tu réduis beaucoup le poids. Par exemple, un Ford 150, quand tu regardes l'annonce à la télé, puis ils disent, nous, on a un vrai camion, il est fait en acier, pourquoi tu peux faire un camion en acier, puis qui est plus léger que le camion traditionnel? Il y a juste un petit peu de vanadium dedans, c'est tout ce que ça prend. L'industrie de l'acier en Chine avait annoncé il y a plusieurs années qu'elle allait utiliser plus de vanadium dans leur structure parce que ça rend les aciers plus flexibles en cas de tremblement de terre. Il y avait moins de rigidité, elle a moins cassé parce qu'il y avait eu entre autres une école au complexe s'est effondré, puis il y a 300 élèves qui avaient été décédés, puis ça avait forcé les Chinois à changer leurs règles. Malheureusement, les Chinois, évidemment, ont fait comme ils font souvent. Ils n'ont pas suivi leurs propres règles pendant plusieurs années. Et ce n'est que depuis à peu près 1 an qu'on voit que les Chinois suivent de façon rigoureuse les règles de construction et appliquent maintenant dans leurs recettes en ajoutant certaines petites quantités de vanadium. Et c'est ce qui explique en grande partie la hausse phénoménale du prix qu'on a cité. Si vous avez suivi un peu le prix des métaux dans la dernière année, le seul métal qui n'a pas eu de correction dans le prix encore, c'est le vanadium qui continue de monter en flèche. Il n'y a pas de nouveaux joueurs que ça vienne dans le marché. Alors, le prix devait demeurer favorable pour encore plusieurs années. Puis pour nous, évidemment, c'est extrêmement favorable pour notre financement. Quand on a regardé l'étude de faisabilité, la dernière, qu'on a complétée en 2016, ça représentait le vanadium environ 40% de nos revenus au prix des métaux à l'époque. Maintenant, c'est plus que 50% de nos revenus. La fonte brute, il y a le plus gros joueur au Canada, c'est évidemment Québec Fer & Titane, qui est ici, sur la rive sud, qui distribue beaucoup dans les marchés américains, qui est un produit d'extrême qualité. Et notre produit est en fait assez semblable au leur. Partout quand vous voyagez dans le monde, on appelle ça la fonte Sorel. Puis la fonte Sorel, tout le monde en veut. En Europe, ils se battent pour en avoir parce que les Américains l'achètent en grande majorité. La fonte Sorel ou la fonte Canada aussi, comme on l'appelle à certains endroits, jusqu'en Turquie même, tout le monde va en avoir. C'est la meilleure qualité de fonte qui existe. Puis une des raisons, c'est que nos gisements ici sont très peu contaminés. Il n'y a pas de contaminants. C'est pas tellement toujours dans le minéraux industriel qu'est-ce qu'on a qui compte, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas. Et ça nous démarque vraiment de façon importante. Le gisement de Lac-Doré est un des plus purs qui existent sur la planète. Si vous prenez d'autres exemples qu'on va regarder tout à l'heure, les impuretés, c'est exponentiellement plus élevé que ce qu'on a de toutes sortes, que ce soit les métaux lourds, que ce soit l'arsenic, que ce soit les matières radioactives. Il y en a de toutes sortes dans la majorité des gisements de ce type-là. Et on a été épargné. En Chine, on peut produire un concentré de fer d'un gisement comme ça qui va donner au maximum 55% à fer. Nous, on est capable de faire un premier concentré qui va jusqu'à 62% à fer. La même chose avec notre teneur en vanadium est plus élevée que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à la première concentration. Alors, au point de vue économique, c'est certain que ça fait une énorme différence. Ce qui est intéressant dans la fonte, c'est le changement de marché qu'on vit actuellement. On reviendra un petit peu sur les détails de ça. Juste pour finir, notre dernier produit, c'est le titane que je parlais qui est produit à même la magnétite, pas le titane qui vient dans la phase 1 de l'ilménite qu'on va faire dans une deuxième phase subséquente. Dans le budget d'1 milliard, ça comprend seulement le traitement de la magnétite. Alors, dans la phase 1, on va produire environ 135 000 tonnes d'une scorie, en fait, de titane qui va être vendue sur les marchés asiatiques. On a déjà des acheteurs. C'est pas la qualité suffisante pour la vendre, par exemple, sur les marchés américains où ils ont des technologies maintenant plus modernes à base de procédés de chloride qui fait que ça produit un produit un peu différent. Notre produit s'adresse à cause de quantité un peu plus inférieure de la moyenne de ce qu'on produit dans les gisements, par exemple à partir d'ilménite ou de sable titanifère,
doit absolument être vendu sur les marchés asiatiques où il le mélange avec d'autres produits titane pour en faire finalement le sponge ou d'autres produits titane finaux qui s'appliquent soit pour le pigment ou pour d'autres types d'industries, que ce soit l'aéronautique ou dans l'industrie automobile. Ça résume un peu nos produits. Alors, 3 produits à partir du concentré de fer enrichi en vanadium, donc à partir de magnétite, puis finalement l'ilménite dans la phase 2, qui sera dans 4 ou 5 ans, j'imagine. Je vais un peu déjà raconter tout ça, mais ce qui est intéressant de notre fonte, ça le montre un peu ici, c'est que dans une acérie, vous pouvez utiliser différents types de fer pour mettre dans votre recette. C'est sûr que si on a une acérie standard, genre Nucor aux États-Unis, souvent on peut y aller avec, ce qu'on voit ici, la fonte brute de moins bonne qualité, un peu de ferraille, on mélange tout ça pour notre recette, puis on réussit à faire un acier de qualité moyenne. Par contre, pour les alliages de haute gamme, ça nous prend vraiment un acier de haute qualité, puis pour ça, ça prend des unités de fer pur. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que la ferraille est de moins en moins bonne qualité, puis du moins bonne qualité, c'est parce qu'il y a de plus en plus de contaminants dedans, parce que les aciers sont de plus en plus spécialisés. De plus en plus dedans, il y a de l'aluminium, il y a du titane, il y a du vanadium, il y a plein de choses qu'on ajoute pour faire des aciers plus haut de gamme, qui fait qu'on a des unités de fer qu'on met dans notre recette qui sont moins pures et qu'on doit rajouter de plus en plus, non seulement de la fonte brute, à 90-92%, mais on doit aller chercher de la fonte brute de haute qualité qui est au moins 96% en fer. 96% Fe. La différence, c'est un peu de carbone. Ça peut varier dépendant des utilisateurs entre 2 et 4% de carbone. Aux États-Unis, il y a 2400 fonderies, puis ils ont tous chacun leur recette. Fait qu'il faut que ton produit, tu puisses l'adapter à chacun de ces clients-là. Et puis, c'est ce qui amène la complexité d'une usine de transformation, c'est que chaque client a des besoins spécifiques. Sa recette fer carbone est un peu différente. Parfois, ils peuvent le faire chez eux, mais la majorité des cas, il faut que ce soit nous qui s'occupent de eux, leur livrer le produit qu'ils ont besoin. Alors, notre fonte, on va en vendre à peu près, on pensait initialement en vendre à peu près 80% dans les marchés américains, puis 20% dans les marchés européens. On s'est rendu compte depuis 2 ans que la demande est tellement forte en Europe, puis avec l'incertitude actuelle de ce qui se passe aux États-Unis avec la politique qui est un peu compliquée, pour dire le moindre, on a décidé d'aller 50-50, puis dans notre réseau de distribution, ça va être 50% en Europe, 50% aux États-Unis. Nos marchés de distribution sont déjà bien installés avec des joueurs qui sont déjà dans les marchés, qui ont les 2 choses les plus importantes, c'est-à-dire des entrepôts pour entreposer le matériel à la grandeur des États-Unis, puis du Mexique, puis du Canada, pour ce qui est du Canada, puis la même chose en Europe. Puis l'autre chose, c'est de bien connaître les clients pour avoir de risques de crédit. On ne veut pas s'embarquer là-dedans en démarrant un projet comme le nôtre. Alors, on s'est associé à des firmes, puis on a fait la même chose pour le vanadium, qui sont spécialisés dans ces créneaux-là, qui ont la connaissance des clients et qui sont capables de s'assurer qu'aussi on va être payé. Marché du vanadium, c'est un marché qui n'a pas tellement une grande expansion en fait en termes de demande. La poussée du prix, c'est plus qu'il n'y a pas d'offres. Il n'y a pas de nouveaux joueurs qui arrivent dans le marché. Il y a des fermetures de vieilles usines un peu partout dans le monde. Il y a des problèmes énergétiques en Afrique du Sud. Les gisements sont plus profonds. Les Chinois maintenant ne veulent plus vendre leur vanadium à l'extérieur de leur pays comme ils font aussi avec les terres rares depuis plusieurs années. Alors leur vanadium, ils le gardent pour eux et 50% du vanadium de la planète est produit en Chine. Alors à l'extérieur de la Chine, c'est de plus en plus difficile d'en trouver, à moins qu'il y ait des nouveaux gisements qui rentrent en production. Mais c'est pas facile de mettre un gisement de vanadium pur en production, c'est quasi impossible. Ça prend un gisement qui n'a pas juste du vanadium, mais qui a aussi, comme nous, par exemple, que ce soit du fer, du titane ou d'autres éléments. Parce que juste le vanadium comme tel, c'est très difficile d'avoir une opération qui est économique. C'est vraiment les gisements polymétalliques, comme c'est souvent dans d'autres types de gisements, qui sont les plus intéressants. Alors, le marché, pourquoi je disais encore une fois, pourquoi on a focusé pour le vanadium dans le marché de l'acier, c'est 91% du marché encore aujourd'hui. Alors, il y a
de demande dans ce marché-là pour nous tenir occupés pendant des années. Puis on pourra voir avec le temps l'évolution de la batterie au vanadium qui ne compétitionne pas du tout avec la batterie au lithium. C'est plus pour des grandes applications à magasiner de l'énergie. On regarde par exemple, il y a 2 projets majeurs en Inde en ce moment où on veut entreposer de l'électricité de façon importante pour des parcs éoliens. Puis là, c'est des batteries au vanadium qui semblent plus intéressantes pour que des batteries au lithium qui sont plus pour les applications de choses plus petites, que ce soit les motos, les automobiles, etc. Alors, je le disais tout à l'heure, la Chine, c'est le gros joueur, comme dans tous les autres métaux maintenant. Là, ils prennent une place importante et le fait qu'ils n'exportent plus de vanadium, là, ça va créer des ennuis au reste de la planète. Par contre, une des choses qui a fait justement qu'on a changé, ceux qui ont assisté à la présentation, entre autres, en 2015 ou qui nous ont suivis avant, au début, on pensait produire un concentré qu'on vendrait les premières années en Asie, de fer enrichi en vanadium. Et on a dû changer suite à la détérioration des marchés du fer dans les dernières années. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de chances que le prix du fer remonte au cours qu'on a connu, par exemple, autour de 2008, où il avait passé 140$ la tonne. Là, il était entre 60 et 80. On ne pense pas qu'il dépasse ça beaucoup. Puis une des raisons importantes, c'est qu'il y a un nouveau joueur qui arrive dans la ferraille, dans le monde entier, c'est la Chine. La Chine a tellement produit de fer et d'acier dans les derniers 10-15 ans qu'ils vont commencer maintenant à sortir de la ferraille, eux autres aussi. Puis ils vont avoir besoin de moins de fer qui vient des mines du reste de la planète. Ils vont pas être capables de recycler encore plus de ferraille de plus en plus dans les années à venir. Alors on pense que le prix du fer ne devrait pas s'apprécier de façon importante dans les prochaines années. Alors ça nous a amené encore plus à réfléchir à la recette qu'on a utilisée d'aller à la transformation pour aller jusqu'au ferrovanadium, jusqu'à la fonte brute de haute qualité, puis aller autant que possible sortir aussi le titane qu'il y avait dans notre magnétite. Alors, le vanadium, c'est pas compliqué. Les joueurs dans le monde, la Chine, la principale source, très semblable aux nôtres, mais comme je le disais tantôt, moins pur, plus d'impuretés. Alors, on n'arrive pas à faire des concentrés de si bonne qualité, ce qui fait qu'on arrive plus difficilement ensuite à transformer les produits. Beaucoup plus dispendieux, on utilise plus de produits chimiques, plus d'énergie. Mais c'est quelque chose, si un jour quelqu'un a une chance d'aller visiter ça, c'est 100 000 employés. C'est intégré à partir de la mine jusqu'au rail de chemin de fer pour le tuyau. C'est quelque chose d'absolument unique dans le monde. C'est vraiment extraordinaire, c'est quelque chose à voir. Il y a 1 million de personnes qui habitent à la ville de Pangang, puis il y a 100 000 personnes qui travaillent pour la compagnie Pangang pour produire de la mine, aller jusqu'au produit fini. Les sources autres, c'est la Russie, joueur principal Evraz. Et ce qui est intéressant de noter, bien évidemment, il y a Glencore avec Rovan en Afrique du Sud, qui est un joueur important encore aujourd'hui. Je le mentionne parce que Glencore, c'est un nom ici que tout le monde, évidemment, connaît très bien. La seule source actuelle, environ 5 000 tonnes de ferrovanadium par année, soit 5% du marché mondial qui existe, c'est l'Argo au Brésil. Il n'y a aucune source actuelle exploitée de vanadium au-dessus sur les continents américains. Alors, vous comprenez que pour les Américains, c'est drôlement intéressant de nous avoir à côté de chez eux pour toutes sortes de raisons stratégiques, leurs aciéries. Ils utilisent des quantités importantes de vanadium, évidemment, puis avoir un producteur à portée de la main, c'est évidemment drôlement intéressant. C'est sûr, ça explique en grande partie pourquoi les financiers américains s'intéressent à ce qu'on fait, ce que nos produits, ça s'en va en grande partie chez eux. La compagnie va appartenir à toute fin pratique, une fois le financement complété, environ 40% à des fonds américains, à peu près 20% à des amis à nous à Hong Kong, 17% au gouvernement du Québec, puis à peu près 5% un fonds Oman qui avait contribué une dizaine de millions, puis après ça, d'autres argent en cours de route. Et finalement, le reste, c'est des investisseurs, beaucoup au Québec. On en a en Abitibi, on en a à Chibougamau, il y en a un peu à Montréal, mais beaucoup de gens qui ont contribué financièrement parce qu'ils voulaient que ce projet-là se matérialise au cours des années. Le marché en titane, ça, c'est une grosse question pour la phase 2.
C'est un marché en évolution actuellement, puis à cause des hausses importantes qu'il y avait eu dans le prix du titane en 2008, les gens qui fabriquent du pigment, pour la peinture, essayent d'utiliser le moins de titane possible maintenant. Alors, la demande augmente, mais moins vite que ce qui avait été prévu. Les applications hautes, ça demeure minime. Comme vous voyez, c'est encore quoi, plus que 90% du marché du titane, c'est le pigment de peinture blanche. C'est pas compliqué. Les marchés, on en parle beaucoup, les bâtons de golf en titane, puis l'aéronautique, tout ça, mais c'est des quantités qui sont pas vraiment importantes. Le titane dans l'aéronautique cause des problèmes énormes parce que pour chaque tonne de titane qu'on utilise pour faire quelque chose de fini, ça prend 6 tonnes de titane. Alors ce que ça leur coûte, c'est astronomique. N'importe quoi qu'on produit en titane coûte des fortunes. Nous, on attend de voir le développement de l'imprimerie 3D pour voir si ça va changer la donne. On sait que ça se développe assez rapidement en ce moment. Là. Puis pour le titane, la poudre de titane pourrait être un avenue plus tard. Peut-être qu'il pourrait devenir drôlement intéressante, mais c'est un peu prématuré pour voir à quelle vitesse ce marché-là va se développer. En 2016, on a été capable de modifier complètement ce qu'on avait fait avant, qui était de produire 3 millions de tonnes de concentré, puis l'expédier en Asie dans les premières années avant de construire notre usine de transformation. Avec l'après du fer, en 2014, on s'est dit il faut faire d'autres choses. On s'est fait un plan, on a dit on a besoin de 15 millions pour réaliser les études qu'on a besoin, qu'on a fini en 2016. On a fait le tour, on a passé le chapeau, puis on a trouvé un autre 15 millions, puis on a continué. Alors, les gens ont cru à notre plan, heureusement. Et on a pu faire des tests de toutes sortes à partir de 2014 dans différents pays, parce qu'il n'y a pas d'expertise ici, ni dans le vanadium, ni dans le titane, évidemment. On a fait des tests, beaucoup en Europe, pour commencer. Ensuite, on a travaillé avec des gens dans différentes parties du monde. Pour le titane, beaucoup en Australie, les spécialistes, Tizadamai, en Australie, les plus grands spécialistes du monde du titane. On a retourné voir les Chinois à Pangang et à d'autres endroits pour voir comment ils travaillaient, peut-être essayer même de s'associer avec eux pour développer des nouvelles technologies, nouvelles manières de travailler. Et puis finalement, on est arrivé avec notre plan final en 2016 qui inclut la compagnie Tenova, compagnie italienne, qui avait des aciéries en Italie, qui a commencé à s'implanter en Amérique du Sud et qui finalement a développé sa propre firme d'ingénierie, puis finalement fabrique maintenant ses propres équipements. Intégrés verticalement complètement. Ils ont designé en grande partie notre usine de transformation avec des nouveaux procédés qui sont utilisés depuis quelques années dans leurs usines au Mexique puis aux États-Unis. Et ces usines-là permettent de réduire énormément la quantité de CO2 qu'on produit avec ce genre d'usine-là. Environ de l'ordre de 60% moins d'émissions de CO2 qu'une usine traditionnelle qui fonctionnait au charbon. Leur partie de l'usine qu'ils ont modifiée, le plus, fonctionne essentiellement au gaz naturel. Alors, on a complété les études. Tenova SNC-Lavalin pour l'usine à Saguenay. À la mine, c'était BBA à Montréal en grande partie, qui a retravaillé la nouvelle configuration de la mine et de l'usine à Chibougamau. On a retravaillé nos montages financiers requis pour la construction, puis on s'est arrangé pour arriver avec une enveloppe autour d'1 milliard, parce qu'au-dessus d'1 milliard, les projets deviennent quasi impossibles aujourd'hui à financer. Mais à 1 milliard, on est capable d'y arriver. Alors, c'est comme ça qu'on a fonctionné un peu à l'envers. Au lieu d'essayer d'optimiser l'affaire pour arriver à meilleur rendement possible pour les investisseurs, il a fallu se dire qu'il faut se limiter en termes de capital qu'on peut trouver. C'était un enjeu important dont il fallait tenir compte. On a revu tout ce qui est environnement. On avait déjà eu nos certificats d'autorisation à la mine. Il fallait modifier tout ça pour avoir le nouveau certificat, étant donné qu'on change la taille de l'opération. On n'aura plus de camp de construction. Il y a un paquet de changements comme ça. Il y a un paquet de trucs qui ont changé autour de l'opération minière comme telle qu'on a dû modifier. Tout ça repasse en audience publique à Chibougamau les 3 et 4 décembre prochains avec les modifications prévues au projet. Donc, on espère avoir le permis final revisé début 2019.
Pour ce qui est de l'usine de transformation, on a eu nos audiences publiques en juin dernier. On a reçu le rapport du BAP il y a quelques semaines. On en a complété une analyse. On est en train de finir de répondre aux différentes questions du ministère de l'Environnement. En fait, c'est aujourd'hui ou demain qu'on doit remettre nos réponses finales. Alors après ça, on va être en processus final d'analyse avec le ministère et on espère recevoir notre certificat d'autorisation pour l'usine de transformation vers la fin janvier, début février 2019 pour commencer la construction dans les délais qu'on a prévus, c'est-à-dire couler du béton en avril de l'an prochain. Finalement, on a un peu de décalage pour ce qui est de la production. Par contre, on a l'impression qu'on va peut-être décaler de quelques mois ici. C'est principalement pour des raisons d'infrastructure au port qui ne dépendent pas nécessairement de nous. Les ententes entre les gouvernements et les différentes parties, que ce soit Hydro-Québec, Énergir, la municipalité pour l'eau et autres, ça a été un peu plus long que prévu. Il a fallu être assez créatif ici pour développer des formules pour pouvoir fournir les garanties financières à tout ce monde-là. On parle de au moins, je pense, autour de 110 millions quand même d'investissement pour ces trois éléments d'infrastructure-là au départ. Ça, c'est notre gisement. En fait, c'est assez facile à voir les bandes de magnétite et ilménite qui sont en un encaissement d'anorthosite. On pensait au début qu'on serait capable quand même, juste à l'œil presque, de dire comment ça allait être, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des bandes ferreuses qui nous ont joué des tours, et puis la couleur de la roche, finalement, n'était pas vraiment un bon indicateur, mais on s'est rendu compte, par contre, assez intéressant, qu'avec un aimant, après une couple de semaines, quand on regardait de la carotte, on était presque capable de dire la teneur qu'on allait avoir avec nos tests. Ça, c'était pas mal, c'était quand même un élément facilitateur. C'est assez facile à miner, c'est très large. Comme je disais tantôt, c'est les largeurs, c'est entre 200 et 500 mètres, puis on mine ça en bloc. Fait que c'est pas... La seule difficulté qu'il faut faire attention, c'est de s'assurer d'avoir une séquence minière qui tient compte justement de la zonation à l'intérieur du gisement, puis s'assurer qu'on a toujours la même chose qui arrive à l'usine, évidemment. L'usine qui, comme telle, n'est pas bien compliquée, comme vous allez voir dans une minute. Fait que ça, c'est... nos claims miniers, la route qui descend vers le Saguenay, la voie ferrée éventuelle qu'on aimerait construire, ne sera peut-être pas construite dans la première année. Au début, ça risque d'être du camionnage à partir du gisement jusqu'au rail du chemin de fer de CN, qui est 25 km. Il y avait déjà évidemment des chemins forestiers en très bonnes conditions, alors c'est pas une lourde tâche. Les travaux sont déjà commencés d'ailleurs pour l'amélioration de la route, puis la coupe d'arbres sur le site va être complété d'ici 2 semaines parce que notre permis qu'on avait déjà nous permet de faire ça. Nous permet pas de commencer à miner comme tel, mais nous permettait de décaper, enlever les arbres et préparer les chemins pour être prêt au printemps, encore une fois, à couler le béton sur le site. Ce qui était intéressant, au point de vue topographique, outre le fait que c'était un haut, une colline en hauteur ici, c'est que comme la ligne de démarcation des eaux passe à peu près ici, ben tout ça, ça s'en va versant nord, vers les eaux de la baie James. Pratiquement pas d'eau. En fait, quand on a foré dans la fosse ici, on allait chercher l'eau des fois à 2 km. Pas d'eau dans la fosse. Un autre avantage. Et puis, tout ça, c'est la topographie. On a choisi notre parc à résidus qui est ici. Ça s'en va comme ça, tous au même endroit. Ça descend tous vers là. Fait que c'est plus facile d'accumuler l'eau pour préparer le démarrage, puis plus facile ensuite à contrôler nos débits d'eau, puis tous nos parcs à résidus. En fait, tout ça, c'est comme un entonnoir, ça s'en va tout au même endroit. Fait que la topographie m'a joué à notre faveur dans ce cas-là. Les modèles utilisés aujourd'hui 3D sont pratiques surtout pour expliquer aux populations locales à quoi ça va ressembler avant, pendant, après. Ça, c'est un modèle que je recommande à tout le monde d'utiliser. C'est WSP qui a monté ce modèle-là, puis ça vous donne une simulation complète sur vidéo. Sur le site, je pense, web de Stornoway, ils l'ont encore. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font.
Alors, quand tu arrives dans un village, puis tu veux expliquer aux gens c'est quoi avant, pendant, puis après, toutes les différentes phases sur une vie de 40 ans, revégétation, etc., ça a l'air de quoi après. Tu es capable de faire une démonstration pratique, puis comme on dit tout le temps, une image, ben, ça vaut 10 000 mots. Alors ça, pour nous, ça a été vraiment, vraiment utile. Alors, juste pour compléter, avant que j'oublie, alors la première fosse ici, qu'on appelle sud-ouest. La deuxième fosse, évidemment, va être juste de l'autre côté ici. Alors l'usine, le moulin est en plein centre. Ça va être assez facile, donc, au point de vue transport. Nos parcs à stériles, eux, sont à 90% du côté territoire conventionné CRI. Un 10% qui est contesté par la nation Innu. Mastéache, ils disent que ça fait partie de leur Nistasinan. Alors, il y a eu des débats à ce niveau-là. On a une entente avec les CRI depuis plusieurs années. On a un ERA, un IBA détaillé, complet. Et puis, on a des ententes verbales avec la nation Innu pour qu'est-ce qu'on va faire là. Et on devrait signer des ententes finales d'ici quelques mois. Mais on voit que il y a eu une entente de signer entre la nation Innu et la nation CRI cet été, au mois de juin, où ils se rapprochent et ils veulent de plus en plus travailler ensemble. Puis évidemment, ça va faciliter beaucoup les accommodements qui devront être faits pour ce genre d'opération à l'avenir. Le schéma de l'usine comme tel, ça ne peut pas être plus simple. En fait, on le transporte, on le broie, puis on fait une séparation magnétique. C'est pas plus compliqué que ça. Certaines occasions, certaines zones, on va essayer de faire un peu, de flottation. Il y a un petit peu de souffle à des endroits, mais c'est vraiment minime. On n'a pas de métaux lourds, on n'a pas de matière radioactive comme on a certains de ces gisements-là. Le gisement est d'une qualité absolument remarquable. C'est ce qui fait qu'on peut penser être capable de produire jusqu'à la phase de transformation à Saguenay, dans le premier quartile des coûts de production à l'échelle mondiale. Ça peut être une des entreprises les plus compétitives à l'échelle mondiale dans notre domaine. On a concentré 62% FE et à peu près 1,4% V2O5 qui va être acheminé à 860 000 tonnes environ à l'usine de Saguenay. J'ai fait un peu le tour tantôt de ça, fait que je ne reviendrai pas là-dessus. Les permis, j'en ai pas mal parlé aussi. Évidemment, on a des ententes de partenariat avec les municipalités, que ce soit à Saguenay, que ce soit à Chibougamau, à Chapais, pour la main-d'œuvre. On n'aura pas de campement sur le site pour favoriser l'emploi local. La même chose, au niveau de la formation, que ce soit avec les communautés allochtones ou autochtones. On travaille, Carl qui est ici travaille en concert avec eux depuis déjà un bon bout de temps. Là. Puis ça se passe vraiment bien. C'est 300 millions sur le milliard à peu près à la mine. C'est pas tellement une grande opération minière. Finalement, on parle de quoi? 10 000 tonnes par jour. Alors, c'est pas une grosse opération. Des camions, 90 tonnes, 100 tonnes. C'est pas quelque chose de vraiment compliqué à ce niveau-là. La seule chose à faire attention, c'est la zonation dans le gisement. S'assurer qu'on amène la bonne chose à l'usine de façon constante. Les schémas montés par BBA d'usine assez standard. Et puis, pour ce qui est de l'usine à Saguenay, la zone industrielle portuaire développée par les gouvernements et Ville-Saguenay, évidemment, ça c'était vraiment important. Un quai existant qui est sous-utilisé. Le quai est utilisé à peu près à 15 à 20% de capacité. Alors pour nous autres, pour transporter des produits, que ce soit des marchés européens ou nord-américains, c'est une situation idéale. Le terrain était déjà, comme vous le voyez, ça c'est avant même que nous on arrive. En grande partie, il y avait déjà beaucoup de travaux de surface de fait. On avait du dynamitage, du concassé qui avait été mis. Et finalement, il y a quelques années, ils ont construit le lien de chemin de fer de 12 km qui manquait pour rejoindre le port au réseau ferroviaire qui existait déjà. Des investissements fédéraux, provinciaux, municipaux, 36 millions qui ont été complétés à temps pour nous, dans des délais vraiment formidables. Alors, l'usine va être construite juste ici. Et ensuite, on descend la côte et le quai est juste ici en bas, à une distance de 2 km.
Il y a de la place éventuellement même pour un deuxième quai. Les plans sont déjà faits. Si jamais il y a d'autres joueurs importants du nord du Québec décident de venir s'implanter par des opérations minières ou d'autres types d'opérations dans la région. Nous, l'entreposage va se faire en grande partie en haut de la côte. Au début, on va descendre évidemment le matériel par camion. Ça, c'est déjà tout organisé. Est-ce qu'il y aura un convoyeur éventuellement ou non? C'est encore un projet à l'étude. Mais on avait déjà assez d'infrastructures à faire pour les budgets qu'on avait en ce moment. Alors, le quai, c'est une draft de plus que 15 mètres, fait que ça peut accueillir des grands bateaux. Le Saguenay comme tel, on peut avoir des bateaux qui vont jusqu'à 150 000 tonnes. Nous, nos bateaux, c'est des bateaux à 2 bateaux par mois, à peu près des bateaux entre 20 et 40 000 tonnes qui vont circuler. Alors, il n'y a aucun problème au quai ou sur l'ensemble du transport sur le Saguenay. Question que tout le monde nous posait, comment vous faites en hiver? Ben, c'est pas compliqué, il y a des brise-glaces qui sont là à l'année. Il y a 5 alumineries dans la région qui t'amènent de la bauxite toute l'année. Il y a d'autres industries, du bois qui sort et autres. Alors, les brise-glaces sont là au besoin, puis ils nous font le chemin jusqu'où on en a besoin. Et puis, c'est rien de nouveau, mais ça étonne toujours les gens. J'ai même des vidéos, quand je montre ça en Arabie Saoudite ou en Oman, on a la misère à penser que c'est pas de la fiction. Un autre vue du site ici de l'usine, on voit les travaux récents pour amener le chemin de fer. Ça, c'est la jonction du chemin de fer existant qui va jusqu'au port de Rio Tinto, anciennement Port-Alfred, où leur usine, pas leur usine, pardon, leur centre d'arrivée de la bauxite ou d'alumine à l'occasion qui s'amène jusqu'à leurs usines. Alors, on a fait le gouvernement a conçu un lien donc de 12 km qui vient jusque dans l'usine. Jusqu'au port, pardon. La grande innovation que je parlais de Tenova, c'est la technologie qu'on appelle HIL Énergiron, à la fine pointe de l'industrie. Toutes les technologies qui existent, autres celles-là, utilisent le charbon à la base, charbon thermique. Ce qui fait qu'on aurait produit 60% de plus d'émanation de CO2. On a travaillé pendant 2 ans avec ces gens-là de Tenova pour s'assurer que ça fonctionnait bien pour notre usine. Il y a eu des quantités incroyables de tests qui ont été faits à leurs usines de Monterrey au Mexique, puis à d'autres usines qu'ils ont aussi dans la région de Pittsburgh aux États-Unis. Alors, on est 100% confiant que ça va fonctionner. Un des avantages de tous les procédés qu'on utilise, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de déchets solides non plus. On rentre avec les intrants plus le concentré, 1 million de tonnes à peu près qui rentrent de produits à l'usine. Il sort à peu près 25 000 tonnes de rejets. C'est vraiment minime. Ce ne sont même pas des déchets toxiques. Tout ça, c'est parce qu'on a réussi, entre autres, à récupérer le titane, qui est quand même 135 000 tonnes, qui aurait pu être un déchet important si ça avait été un déchet, mais on a réussi à démontrer qu'on est capable de le traiter puis de le vendre sur les marchés de façon économique. La production de ferrovanadium va se faire un peu plus tard. Au début, on va faire seulement du scorie de vanadium. Pour réduire le risque d'accélération, évidemment, ces procédés-là, l'aluminothérapie, c'est un procédé où il y a des risques d'explosion. Alors, on va roder l'usine, puis après ça, on va ajouter la phase finale pour passer du V2O5 à la production de ferrovanadium. En fait, c'est 5 usines en une. Alors, on fait premièrement un bouletage. Notre concentré arrive et mis sous forme de boulette. Et ensuite, ça en va à une pré-réduction, qui est la première phase ici, HIL. Puis ce que ça fait tout simplement, c'est que c'est une usine de pré-réduction, ça enlève de l'oxygène. Et tout ce que ça prenait pour le faire, c'est le gaz au lieu du charbon. Alors, on passe en théorie, Fe3O4 à FeO, à peu près. Là. Ça ressemble en gros à ça. Là. On n'entrera pas dans tous les détails chimiques. S'il y en a qui les intéressent, vous pouvez aller voir l'étude qui a été déposée aux audiences publiques du BAP sur le site du BAP. Il y a tous les procédés, les formules chimiques qui sont reliées à cette usine.
Puis dans la partie vanadium, vous allez voir que c'est assez complexe. Alors ensuite, ça passe dans un fourneau à arc électrique où on réduit encore la quantité d'oxygène pour arriver à un fer qui est pratiquement l'état pur, puis on doit rajouter au besoin un peu d'anthracite pour contrôler la quantité de carbone qu'il va y avoir selon les clients, comme je l'expliquais tout à l'heure. Besoin de carbone peut varier entre 2 et 4 % qu'ils ont besoin, dépendant du type de fonderie à qui on s'adresse. À ce moment-là, la scorie titane, elle sort. Ce qui nous reste finalement, c'est notre usine qui va séparer ici le fer, c'est-à-dire la fonte du vanadium. Donc, ça se fait dans un four rotatif où il sort une scorie de vanadium qui est envoyée à toute l'usine de traitement de vanadium qui est d'une immense complexité. On commence par le broyer, la scorie. Ensuite, ça passe par 5 ou 6 traitements différents. C'est vraiment la partie complexe de l'usine pour arriver dans la phase 1 qu'on va construire V2O5 qui va avoir différentes formes. Puis dans la deuxième année de rodage, on va ajouter finalement la phase FEV 80 de ferrovanadium pour vendre sur les marchés finalement. Nous autres même, le produit fini de nos usines aux aciéries. La tour que ça prend pour ce genre de procédé-là, c'est une tour qui fait 300 pieds de haut, le procédé Tenova. Alors, il a fallu vraiment faire des aménagements de terrain pour s'assurer que la tour, on ne la verrait pas à 10 km à la ronde. Ce n'était pas ça notre idée d'avoir quelque chose qui ressemblerait à un immense tour au bord du Saguenay. Puis évidemment, bien, il y a un aéroport pas loin. Il y avait d'autres contraintes à l'aéroport de Bagotville, des contraintes à ce niveau-là aussi. Alors, il y a eu beaucoup de contraintes qui ont été mises autour de ce projet-là, même au niveau local. On a regardé, comme je le disais, nos autres procédés, bien évidemment, c'est le peu qui reste entièrement recyclé, mais la grande partie va être éliminée sous forme de vapeur à cause que nos procédés utilisent tellement de chaleur. La grande majorité de l'eau, c'est pour refroidir, en fait, toute cette usine. La quantité de CO2, les gens disent, ouais, les va être une quantité quand même, un producteur quand même important de CO2. Dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va être le 8e, numéro 8. Donc, il y en a qui sont pas mal plus, des émanations beaucoup plus sérieuses que nous. Puis, au niveau industriel de la province, c'est numéro 28. C'est 1/6 de ce que la nouvelle cimenterie en Gaspésie va produire. Alors, c'est le mieux qu'on peut faire en ce moment. C'est sûr qu'on va chercher à améliorer nos procédés, on va continuer à évoluer. La moitié de notre CO2 est de qualité alimentaire en passant, sauf qu'on ne sait pas quoi faire avec, on n'a pas de clients. Si on avait quelqu'un qui ouvrait une usine d'embouteillement d'eau gazeuse ou Coca-Cola à côté de chez nous, ou des serres ou quelque chose, on pourrait déjà faire quelque chose pratiquement avec la moitié de notre CO2. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Puis on ne peut pas garantir ni promettre que ça va arriver dans 1 an ou dans 2 ans. Fait qu'on dit, c'est ce qu'on a aujourd'hui, puis on va continuer pour l'améliorer. Le site est déjà aménagé, le géotechnique favorable, bassin de sédiment, quasiment pas de problème de drainage, encore une fois, ces terrains-là au port. Il n'y avait pas d'enjeu majeur d'aucune sorte. Le terrain est plat, comme vous avez vu. Il restait à acheminer l'eau. Évidemment, on a même regardé la possibilité de prendre l'eau dans le Saguenay, mais ça ne sera pas le cas. On va prendre de l'eau dans la rivière Chicoutimi, en fait. On va être acheminé par un pipeline. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est quand même une bonne distance, mais c'était la manière qui était choisie par la municipalité, en fait, c'est leur eau. Nous, on est un client utilisateur. Alors, ils ont fait des études, puis ils ont démontré que c'était la meilleure façon d'amener l'eau au port pour les besoins. Jusqu'à 800 mètres cubes d'eau à l'heure vont pouvoir être utilisés par les différents utilisateurs. Nous, on va en utiliser 300 sur les 800. Dans la première phase d'acheminement de l'eau au port. On a une petite zone de milieu humide qu'on va compenser avec nos amis d'Hydro-Québec et Énergie. On a des budgets pour ça. On travaille avec la municipalité qui a déjà des beaux projets pour nous. Évidemment, il y a eu beaucoup d'usines, pâte et papier,
différentes usines forestières dans la région qui a des sites à restaurer, entre autres. Alors, c'est eux qui vont un peu nous guider là-dessus. Sinon, on envoie l'argent à Québec, puis eux décident qu'est-ce qu'ils font avec. Fait que pour la région, c'est beaucoup moins intéressant. Fait qu'on est mieux de travailler avec la région, se mettre d'accord sur un plan d'action pour trouver des méthodes de compensation pour les milieux dans la région même comme telle. Il n'y avait pas d'autres enjeux majeurs au niveau phonique et autres. On a eu des études de bruit, lumière, etc., etc. Il y a eu des multiples études de simulation faites encore une fois en grande partie par WSP. Puis il n'y avait pas trop d'enjeux. C'est sûr qu'une usine, ça dérange toujours, mais c'était pas des enjeux majeurs qui ont été soulevés, entre autres, au BAP lors des audiences publiques l'été dernier. Alors, une partie des nombreuses compagnies qui ont été impliquées dans ce processus qui dure maintenant depuis plus que 10 ans. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait mentionner. Mais enfin, je pense qu'on est en train d'arriver à notre fin après 10 ans et quelques mois de travail. Et puis, on espère que les permis vont être livrés donc rapidement, qu'on pourra commencer la construction au printemps 2019 finalement. Merci beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas de métallurgistes qui ont des questions, parce que je sais qu'il y en a dans la salle. Monsieur le maire, entre autres, ça me fait peur. Merci. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous avez juste à écrire la question là, sur les pages Facebook. On va les regarder. N'oubliez pas qu'il y a un petit délai. Là. Vous pourrez me les envoyer aussi après s'il y a d'autres questions, des choses pensées, puis on va s'en faire plaisir de répondre. Question simple, les tarifs que Trump impose sur l'acier, ça vous dérange-tu, ça? Aucun impact sur nous, parce qu'on ne produit pas de l'acier. On est chanceux pour ça. On n'a pas aucun impact. Au contraire, ça a donné un coup de main aux aciéries américaines. Le prix de l'acier est monté aux États-Unis. Alors, ils sont encore plus généreux dans les prix qu'ils vont pouvoir nous offrir pour nos produits à nous. Point de vue zonation pour le gisement, c'est quoi votre maille de forage, puis c'est quoi les zonations, la différence entre des zones riches en titane et... Exactement. Il y en a qui sont plus riches en vanadium, il y en a qui sont plus riches en titane. Il y a des variations entre chaque zone. Alors, les forages nous ont clairement démontré ça. Puis là, évidemment, avant de commencer à miner, on va refaire un maillage de forage serré pour s'assurer qu'on ne manque rien. C'est clair qu'au moment que ça va, avec le décapage, on va déjà avoir encore une meilleure idée quand ça va être fini de décaper dans les prochains mois. Puis après ça, on va refaire une maille de forage plus serrée pour s'assurer qu'on ne manque rien. Il y a 4 zones, en fait, qui ont des épaisseurs différentes et des différents pourcentages de différents métaux. Puis l'autre, ça c'est la zone sud-ouest. Quand on regarde l'autre, que je parlais qu'on va miner plus tard, dans 50, 100 ans, on verra. Celle-là est encore un peu différente, celle-là aussi. Il y a des caractéristiques de zonation, non seulement dans ce sens-là, mais aussi dans la longueur du gisement. C'est quoi le taux de concentration? C'est quoi le taux de concentration du minerai au concentré? OK. En fait, ce qui est intéressant, il y a des gens qui publient des analyses dans des gisements comme ça, ils disent « Ah, on a 65% en fer, puis on a 0,4% en vanadium. » Mais le 65% ou 62%, ou peu importe le chiffre qu'ils nous donnent souvent, là, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que c'est pas ta magnétite, c'est tout ton fer qui est contenu dans ton gisement. La vraie portion qui est fer qu'on peut récupérer, ça varie entre 25-30%. Qui nous amène à 62% au concentré. Normalement, la magnétite est associée avec l'ilménite dans des petites lamelles là, très minces. Et puis, au point de vue concentration, c'est pas facile. On n'a aucune difficulté à les séparer. Aucune. En fait, titane dans le concentré de magnétite? Oui, il en reste. Oui, il en reste, mais c'est pas l'ilménite, c'est une autre forme de titane. Puis ils prennent pareil.
On le traite à l'usine Saguenay. C'est là qu'on récupère le 130 000 tonnes de scorie de titane. On est capable de le récupérer. Oui, exactement. On est chanceux, ça donne comme ça. Il y a plein d'autres gisements où ils ne peuvent pas le faire. Ils ne sont pas capables d'enlever le titane et sont pris avec des problèmes. Oui. Exactement. C'est ça que vous mettez dans des fours électriques pour fusionner. Oui, ouais. Tout à fait. OK. Je viendrai voir ça. Monsieur Heinz, c'est ça? Oui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je n'étais pas sûr que c'était vous. Ça fait bien des années, Monsieur Heinz, effectivement. Il y a du monde ici que tu n'as peut-être pas né quand on s'est rencontrés la première fois. D'autres questions au micro? Les problèmes avec Rio Tinto là, pour le chemin de fer, tout ça, c'est tout réglé? Il n'y a pas de problème SLE, Baline. Je sais que tu es capable de passer au travers bien des affaires, là, mais ça semblait être un gros problème là, dans les journaux, là, les derniers journaux que j'avais lus. Faut pas croire tout ce qu'on dit dans les journaux, premièrement. Tu vas pas faire ton trompe, là? Non. Non, je ne vais pas me servir des médias ou parler contre les médias non plus, mais c'est sûr que ça fait l'affaire des médias d'avoir des choses savoureuses à raconter. Puis des fois, on amplifie un peu les affaires. À chaque semaine, on a eu à vivre avec ça. Au Saguenay, c'est la plus grande concentration de médias à peu près en Amérique du Nord. Hein. Il y en a des médias. Puis, fait qu'ils se battent pour trouver la nouvelle. Fait que ils sont gentils, mais ils essayent toujours de trouver la petite affaire. Fait que quand ils ont quelque chose à grignoter, ils sont contents. D'autres questions? Je vous le dis, le manche du micro, là, il ne brûle pas. Vous pouvez le prendre. Non, on va y arriver avec Rio Tinto. Bon, oui. Pas d'autres questions? Les grosses compagnies minières, c'est pas toujours facile, c'est sûr. L'usine de boulettage, c'est considéré comme un projet de la mine ou c'est considéré un projet d'usine, ça? Bonne question. On ne savait pas où le mettre au début. C'est un choix, en fait, question, encore une fois, plus facile du point de vue espace qu'on avait, considération énergétique et autres. Là. Il y avait un paquet de considérations. Puis finalement, on a opté pour... ça aurait pu aussi bien être peut-être à Chibougamau, effectivement. Il y a rien qui, techniquement, il n'y a rien qui l'empêchait. Effectivement. Y avait-tu des questions pour les gens en ligne? Non? OK. Il y a plusieurs personnes qui t'ont salué. En tout cas, tu vas faire un tour sur c'est la page gentil. Facebook. Marcel Jolicoeur, M. Thomasin. Ah ouais. Oui, au micro. S'il y en a qui n'ont pas pu signer la feuille de présence, être ici en avant, n'hésitez pas, parce que si je ne sais pas que vous êtes là, je ne pourrais pas vous envoyer la présentation. S'il y en a qui ont besoin d'attestation pour les ordres professionnels, j'en ai ici en avant, je vais vous les donner. Les revues qui sont en arrière, encore une fois, il n'en reste plus beaucoup. J'ai oublié de donner des nouvelles, excusez-moi. Encore une fois, c'est pour distribuer, c'est gratuit. Il y a quelques t-shirts sur la table en arrière à côté gauche. C'est pour donner. C'est des t-shirts de l'ICM. Il y en a pour tous les grandeurs. Médium, large. Les grandeurs qui ne sont pas pour moi. Bon, on est rendu... Ah oui, excuse, c'est vrai, merci Justin. Évidemment, je remercie les commanditaires, mais pour commanditer, des fois, ça peut aider d'avoir le plan de commandite. S'il y en a qui ne l'ont pas reçu ou qu'ils sentent qu'ils pourraient mettre de la pression chez quelqu'un chez eux,
Ben, on a par hasard plusieurs copies du plan de commandite ici que Ghislain va se faire un plaisir de vous passer. Pendant qu'il fait ça, on va faire le tirage. C'est deux sapins de Noël.